Nous voici dans un point histoire de la philosophie. Le sujet qui nous intéresse, c'est l'éducation des femmes dans le pythagorisme. Dans l'Antiquité grecque, les femmes n'avaient pas le même statut que les hommes. Elles n'avaient pas le statut de citoyens. Elles n'avaient pas la même éducation, restaient au foyer et ne participaient pas à la vie politique. Les femmes n'avaient pas accès aux enseignements philosophiques ni aux fonctions militaires. Il s'agissait d'être, en partie, exclues. La vision paraît exagérée. On pourrait penser que cette vision est l'unique vision et la seule manière de considérer les femmes dans l'Antiquité. Mais ce n'est pas le cas. Le pythagorisme avait une manière différente d'aborder les femmes et leur éducation. La secte pensait une sélection stricte et sévère de ses membres, mais il s'agissait de l'une des rares écoles qui acceptait les femmes et en droit les esclaves, même si pour ces derniers, il n'y en a pas d'exemple historique. Peu de femmes sont nommées dans la philosophie antique hors des personnages mythiques. Il y a tout de même Diotime, qui est cité par Platon dans le Banquet et qui aurait été l'un des maîtres à penser de Socrate, notamment au sujet des relations humaines, dont l'amour. Dans le pythagorisme, des femmes sont nommées, et elles ont une importance cruciale. Les deux principaux exemples sont Théano, qui est la femme supposée de Pythagore, et Phyntis. Mais ce ne sont pas les seuls. Jamblique, dans sa biographie sur Pythagore, établira une liste de plusieurs dizaines de noms de femmes pythagoriciennes. Si le pythagorisme avait une visée universelle, en pensant une nature divine de l'âme et des rapports humains, il considérait également que les hommes et les femmes étaient de nature différente. Et cette nature différente justifiait une éducation différente, avec des préceptes supplémentaires vis-à-vis de ceux que tout pythagoricien, quelle que soit sa situation, devait suivre. Cette différence d'éducation s'expliquait également par des rôles différents que les individus avaient au sein de la société. Si tout le monde était soumis à une moralité irréprochable, les femmes devaient être des modèles en ce domaine. Elles devaient exceller dans la vertu et dans le devoir. Nous pouvons penser trois axes différents. Le premier sur le genre de préceptes supplémentaires que les femmes devaient respecter. Le deuxième à propos du devoir démontré par les femmes pythagoriciennes. Et le troisième sur le rôle des femmes dans la société pythagoricienne. Notre premier axe, la maîtrise de soi chez les femmes. Tout individu, homme ou femme, doit suivre de nombreux préceptes de vie qui étaient cités quotidiennement au sein de la communauté. Ils sont réunis sous forme de vers. On attribue d'ailleurs à Pythagore la paternité des vers dorés. Mais en réalité, l'auteur est inconnu, encore aujourd'hui. Nous savons simplement que c'est sur un modèle similaire que se fondait la communauté. Tout le monde devait avoir une maîtrise parfaite de ses émotions et de son corps. La femme, en toutes circonstances, était plus que tout autre individu soumise à cette juste mesure constante. Pour ce faire, elles avaient des recommandations supplémentaires par rapport aux vers dorés qui ont été pensés par des femmes. Je vais vous lire un extrait du livre de Mario Meunier qui s'appelle « Femmes pythagoriciennes, fragments et lettres ». Voilà pourquoi il faut éduquer en lui apprenant à connaître ce qu'est la mesure et par quels moyens ce bien peut advenir à la femme. J'affirme que c'est par 5 moyens. Par la sainteté et la piété qu'elle gardera pour son lit, par la décence qu'elle conservera dans la façon de se vêtir le corps, par la réserve qu'elle s'imposera dans les sorties qu'elle fera hors de sa propre demeure, en s'abstenant d'assister aux fêtes orgiastiques et à celles de la Mère des Dieux, en se montrant, dans les sacrifices qu'elle fait à la divinité, exacte et modérée. Ce sont des préceptes que nous connaissons déjà et qui se retrouvent dans diverses traditions politiques et religieuses, comme le christianisme. D'ailleurs, le dernier représentant du pythagorisme antique, Apollonius de Tyane, au 1er siècle de notre ère, a été comparé à Jésus-Christ par divers commentateurs et biographes. On peut penser à la sainteté et à la piété demandées aux femmes. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que les hommes pythagoriciens bridaient sexuellement les femmes. La sexualité était contrôlée chez les hommes également. Des rapports sexuels uniquement au printemps ou pour faire en sorte que les enfants naissent au printemps. Bien évidemment, l'acte sexuel était un acte sacré, objet de rituel et avait pour unique but la procréation. Le précepte concernant la façon de se vêtir concernait le fait de couvrir les parties du corps susceptibles d'être érogènes, de faire appel au plaisir bestial.
De manière générale, hommes et femmes avaient les mêmes toges de lin blanc. Le troisième précepte fait directement appel à la conception pythagoricienne de l'importance dans la société et l'organisation politique des hommes que l'on discutera dans le troisième axe. Le quatrième et le cinquième précepte sont liés à la justice que les individus devaient porter aux divinités. Une précision est à apporter quant au fait orgiastique. La sentence fait référence au culte à mystère réservé à certains groupes religieux. Il s'agissait de vénérer des divinités avec des sacrifices d'animaux, des périodes de transe et des orgies. Ces cultes avaient lieu lors des solstices, notamment celui de printemps. Ils font partie des cultes à mystère, dont on a encore très peu d'informations aujourd'hui. La mère des dieux fait référence ici à Attis, dont les cultes voués étaient déjà anciens dans l'Antiquité grecque. Malgré le nom de fête pour la mère des dieux, Attis était une divinité eunuque, c'est-à-dire un homme émasculé, qui était lui-même le fils de la Grande Mère. La Grande Mère est une divinité très ancienne dont on retrouve des représentations datant du Paléolithique sous forme de statuettes qui représentaient des femmes corpulentes ou des organes génitaux féminins proéminents. Les commémorations à Attis se concluaient par une orgie après des heures de transe pendant laquelle les femmes en venaient à émasculer l'homme dont l'appareil reproducteur sera sacrifié après un rituel avec des pierres taillées. Le Sénat romain a banni très rapidement ces pratiques qui ont perduré dans la clandestinité. Et peu à peu, les pensées religieuses ont évolué et les cultes aux dieux olympiens ont fait tomber dans l'oubli les anciennes pratiques. À l'époque du pythagorisme, les cultes orgiastiques comprenaient surtout les bacchanales, en référence à Bacchus, la version latine de Dionysos, où l'ivresse et la débauche étaient célébrées. Ces derniers étaient inspirés des cultes plus anciens, comme ceux consacrés à Attis, mais étaient réservés exclusivement aux femmes. Elles ont connu leur essor au IIIe siècle avant notre ère en Italie, et ces cérémonies étaient dirigées par des femmes respectées pour leur démonstration de la vertu, le respect des préceptes moraux et la gestion de leur foyer. Il y avait de nombreuses mises en scène théâtrales et tragiques. Culturellement, cela correspond aux mises en garde de Phyntis, qui est la femme pythagoricienne à l'origine de ces préceptes. Les femmes ne devaient pas faire paraître la non-maîtrise de leur âme et de leur corps. C'était indigne, et c'est ce qu'il se passait en ne respectant pas les préceptes moraux pythagoriciens. La notion de devoir était importante pour les femmes pythagoriciennes. Il y avait un enjeu de justice divine et de nature de l'homme raisonnable. Elles tenaient à bout de bras le fondement de toute la société, sinon de la communauté. 3 domaines de compétences sont reconnus aux femmes par la philosophie pythagoricienne. C'était le dévouement à une cause, il y avait aussi l'éducation des enfants et la gestion du foyer, ce qui n'a pas rapport aux tâches ménagères comme nous l'entendons aujourd'hui. Si j'évoque le dévouement, qui n'est pas lié aux hommes, c'est pour la raison que la philosophie pythagoricienne hérite de la culture indo-européenne, que l'on nommerait patriarcale. Il y a une situation de fait où les hommes ont plus de place, mais en tant que telle, la communauté pythagoricienne réserve exactement les mêmes droits aux femmes et aux hommes, une fois leur position déterminée dans les besoins de la secte. Des femmes étaient maîtres, et elles étaient influentes en politique, comme le furent Théano et Phyntis. Notre deuxième axe, ce sera donc 2 exemples de dévouement des femmes pythagoriciennes. Il s'agit d'une anecdote sur la vie de Théano ainsi que de propos recueillis dans une correspondance. L'anecdote appuie le dévouement demandé aux membres de la communauté pythagoricienne. Alors que Théano était malmenée par des hommes politiques au sujet de points de doctrine de la secte, elle a gardé le silence et s'est elle-même sectionné la langue afin de conserver les informations importantes. Il y a peu d'exemples démontrant un tel sens du sacrifice de manière volontaire, même pour ce qui est des hommes. Par continuité sociale et par le lien de la femme à l'enfantement, celle-ci était en charge de l'éducation des jeunes enfants de 0 à 14 ans. Après cela, l'individu entre dans l'adolescence, nommée la jeunesse. L'enfance est une éducation des passions, des envies, etc. Plus tard, pour l'adolescent, il s'agira d'acquérir des valeurs morales et de penser la société. L'éducation, elle est contre nature pour les pythagoriciens. Elle est même qualifiée de perversion par Théano. Cela n'a pas le même sens péjoratif
qu'aujourd'hui. Il faut être capable de se maîtriser. C'est ce qui fait la grandeur de l'âme de l'humanité. Et c'est ce qui crée notre lien privilégié à l'harmonie et aux divinités. La maîtrise de soi, de ses pulsions ou autres désirs, se fait par l'ascétisme, et ce, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, les pratiques éducatives des femmes pythagoriciennes pourraient être liées à ce que l'on appelle des violences éducatives ordinaires. Par exemple, il ne fallait pas trop nourrir l'enfant pour ne pas le pousser à la paresse que peut provoquer la digestion. Il ne fallait pas non plus accourir directement vers l'enfant quand il tombait et se blessait. De même qu'il ne fallait pas trop le couvrir face aux fraîcheurs naturelles de la matinée. Et ça, pour que l'enfant prenne conscience qu'il doit acquérir une certaine résistance. Il fallait également contraindre les règles des jeux, pour ôter à l'enfant toute conception de facilité dans le fait de vivre. Théano pensait également que la pauvreté n'était pas un mal, que les enfants acquéraient les mêmes vertus qu'ils soient issus de familles riches ou pauvres. Au contraire, même la richesse expose plus facilement les individus à du luxe inutile. Mais malgré tout ça, c'est le concept de bienveillance qui est au centre de l'éducation pythagoricienne. Bien entendu, le terme de bienveillance n'a pas la même acception qu'aujourd'hui. La bienveillance, c'est la justice dans les actes éducatifs. C'est l'accompagnement de chaque action par la conscience du bien fondé de cette action et de ce qu'elle peut lui apporter ou non de positif. Le dévouement de la femme à l'éducation des enfants et envers les doctrines de la communauté participe de son importance dans la société. Mais plus que cela, certaines visées politiques et doctrines du pythagorisme sont directement inspirées du rôle pris par les femmes dans cette société. Notre troisième axe se concentre alors sur la gestion matriarcale du foyer et le rôle de la femme pythagoricienne. Il ne faut pas se méprendre que la femme pythagoricienne ait un statut privilégié par rapport à d'autres philosophies ne signifie pas que la femme avait une liberté ou une émancipation au sens actuel. On attendait de la femme qu'elle obéisse avec intelligence. Et le bonheur, c'est le bonheur de la communauté. La communauté, c'est un modèle familial qui va concilier l'intérêt des chefs et le profit des administrés. La famille est un cadre particulier qui doit être le reflet de la justice divine. En ce sens, la femme pythagoricienne était garante de la vertu et de l'austérité du foyer. C'est l'aspect concret qui montre la beauté morale. Le foyer, en grec, c'est oikos. C'est le terme qui a donné le mot économie. Il ne s'agit pas de cantonner la femme à des tâches serviles. Elle ne faisait pas la cuisine et des enfants pour le mari. D'ailleurs, le repas et l'éducation se faisaient en groupe. Il s'agissait de la gestion des ressources et des besoins matériels. Cette gestion se faisait également en attribuant les rôles aux personnes qui vivaient au sein du foyer. Les fonctions étaient attribuées pour répondre à des nécessités. Si à un niveau particulier les individus parviennent à s'épanouir dans un tel système, c'est signe de réussite dans l'harmonie divine, dans le cosmos. Et c'est pour cela que la politique doit s'inspirer de cela, doit s'inspirer de la famille. Et c'est aussi pour cela que les femmes pythagoriciennes pouvaient devenir des maîtres et enseigner les distinctions des actes et des positions justes dans la gestion des affaires, même au niveau politique. D'ailleurs, à la mort de Pythagore, c'est Théano, son épouse, qui a pu conserver un certain ordre politique dans la communauté jusqu'à sa dissolution. Que ce soit pour la famille ou pour l'État, la gestion a lieu par une vertu particulière, c'est-à-dire une qualité intellectuelle et morale qui est la concorde. La concorde, c'est ce qui permet l'harmonie, c'est l'accord entre les parties, que ce soit entre des individus ou entre les parties de l'univers, et bien entendu, les relations des individus à l'univers. Toute relation, même personnelle ou intime, était rationalisée. L'amour étant une passion, il fallait le réprimer. Les femmes étaient responsables de cette concorde non amoureuse. L'amour est une passion et rend les individus irréfléchis. Cela ne peut être que l'inclination d'une âme inoccupée. On ne peut pas se fier à ces personnes. Et c'est pour cela que je vais conclure cette vidéo par cette citation de Théano.
Il vaut mieux s'en remettre à un cheval sans frein qu'à une femme irréfléchie. Si vous voulez approfondir le sujet ou approfondir certains points que j'ai cités, je vous propose une petite bibliographie. Pour la philosophie pythagoricienne en général, je vous conseille Pythagore et la philosophie pythagoricienne d'Anselme Édouard Chénier. Donc c'est un livre qui est disponible gratuitement en ligne. Il y a également, pour les doctrines pythagoriciennes et quelques anecdotes, le livre de Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Pour une biographie de Pythagore et quelques noms de femmes pythagoriciennes, comme je vous l'ai dit, il y a la vie de Pythagore, qui est une biographie écrite par Jean Blic. Pour les recommandations morales et les préceptes, je vous conseille les vers d'or et les commentaires faits par Hiéroclès. Si vous voulez approfondir le point des religions, donc des anciennes religions et leur lien avec les religions un peu plus récentes de l'Antiquité grecque, je vous conseille Introduction aux premières religions de Pierre Lévesque. Pour les écrits et les fragments d'œuvres de femmes pythagoriciennes, ainsi que quelques anecdotes supplémentaires, je vous conseille le livre de Mario Meunier, Femmes pythagoriciennes, fragments et lettres. Si vous voulez vous informer sur Apollonius de Tyane, que j'ai cité et qui a été comparé à Jésus-Christ, je vous conseille la biographie écrite par Philostrate. Apollonius de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges, est à disposition gratuitement sur Internet. Et sinon, pour l'amour, ou pour voir un peu ce qu'était la pensée de Diotime, le maître à penser, enfin la maîtresse à penser de Socrate, je vous conseille l'un des plus beaux textes de philosophie, Le banquet de Platon. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une bonne réflexion et une bonne lecture.